Oui, bonjour à tous. Une vidéo concernant le cœur du réacteur du problème agricole. Je vais vous faire parler un intervenant quelques minutes et je reprends derrière pour bien comprendre les enjeux, pourquoi on en est arrivé là, hein. Le cœur du réacteur, à tout de suite. Cette annonce désormais qui pourrait conduire à la naissance de la plus grosse coopérative agricole de France. Terena, basée à Ancenis, a diffusé hier un projet de rapprochement avec Agrial. Bonsoir Judith. Bonsoir. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un projet de rapprochement stratégique. Pour se concrétiser, il doit d'abord être validé par les coopérateurs adhérents et ils se prononceront en assemblée générale extraordinaire à la fin de l'année 2026. La fusion prendrait alors effet en 2027. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, de deux coopératives complémentaires, mais déjà conséquentes chacune. D'un côté, Terena, que l'on connaît bien puisqu'elle est basée chez nous, près de chez nous, à Ancenis, 13 000 salariés, 18 000 adhérents, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 sites industriels. De l'autre, Agrial, c'est une coopérative de Normandie basée à Caen, 17 500 salariés, 12 000 adhérents et plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle est répartie sur 100 sites industriels. Et la fusion des deux, c'est la naissance d'un géant de l'agroalimentaire. Alors oui, l'ensemble, ce serait tout simplement la première coopérative française. Elle serait même dans le top 10 européen, avec un chiffre d'affaires total de près de 13 milliards d'euros. Et surtout, elle serait présente sur une large gamme de marques consommées par les Français. D'un côté, Terena avec Tipiac, par exemple, Père Dodu, mais aussi Paysans Bretons. De l'autre, Agrial avec Florette, Soignon, Loïc Raison, Brescola. Du plat préparé à la salade, la viande, les œufs en passant par le fromage ou encore le lait, le beurre, le soda, eh bien les deux coopératives sont tout simplement un peu partout dans les rayons de nos supermarchés. Donc vous avez entendu. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de regroupements comme il y a eu par le passé, hein, parce que les regroupements, il y en a eu des centaines de regroupements. Donc Terena, vous avez entendu, c'est important. 13 000 salariés, 18 000 adhérents coopérateurs. Alors je précise, pour ceux qui ne sont pas de la profession agricole, dans les 18 000 adhérents coopérateurs, il y a des gens qui sont coopérateurs, qui ont 20 hectares, 30 hectares, qui sont double actifs, voire même moins, qui ont une double activité et qui ont un compte coopérateur. Donc, dans les 18 000 coopérateurs, il n'y en a pas 18 000. Si on voulait regarder réellement dans les 18 000, ceux qui font 80-90% du volume, c'est pas 18 000 adhérents coopérateurs. C'est bien moins que ça. Donc, ça veut dire que là, le collège coopérateur, très rapidement, il va diviser par deux, hein, le nombre d'agriculteurs. Hein, faut pas vous faire d'illusions. Avec toujours 13 000 salariés, plutôt, je dirais même à horizon 2035, il y aura peut-être plutôt 18 000 salariés, peut-être 20 000, parce qu'ils vont créer des commissions et puis c'est important pour mesurer la largeur des parcelles, la hauteur des pieds de maïs et la longueur et le périmètre des bousses de vache. On a besoin de techniciens, comme vous le savez. Et puis après, vous voyez qu'à Agrial, vous avez 17 500 salariés pour 12 000 adhérents. Pareil, les 12 000 adhérents, ils vont être divisés par deux. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la DGCRF va donner le feu vert, hein. Ils vont pas tenir compte de l'évolution sociale de la société coopérateur en euros constants ces 40 dernières années, hein, c'est-à-dire l'appauvrissement du paysan. Ne vous trompez pas quand même, chers paysans, réfléchissez quand même 30 secondes, avec autour de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire légèrement au-dessus d'Invivo. Invivo, qui est le regroupement des coopératives, de plus de 200 grosses coopératives, avec 13 milliards à ces deux coopératives-là. En réalité, c'est pas deux coopératives, hein, parce qu'il y a déjà eu des fusions avant. C'est un regroupement déjà de coopératives, hein, Terena et Agrial. Ils vont arriver à peu près au niveau de la 30e place, au niveau du CAC 40, en termes de chiffre d'affaires. Donc, ils rentrent dans le top européen. Donc, vous pensez bien que des attelages comme ça, hein, où déjà aujourd'hui, Agrial et Terena, les financements, les prises de participation dans les autres sociétés, les regroupements qu'il y a eu par le passé et qui continuent, ça se fait avec le bras de l'État,
la BPI, la Banque publique d'investissement, avec des fonds des plateformes américaines, le groupe KKR, bien sûr en relation avec où est Arnaud Rousseau, anciennement Xavier Belin, le groupe Avril, mais également des fonds Unigrain et bien sûr InVivo, puisque Agrial et Terrena sont dans InVivo, qui sont le regroupement des 200 plus grosses coopératives. Donc tout ça pour dire, arrivé autour de la 30e place au niveau du chiffre d'affaires des entreprises françaises, au niveau du CAC 40, vous avez bien compris que l'élément majeur pour continuer de manipuler les petits soldats, c'est de les envoyer vers le problème des normes, vers le problème de l'agribashing, de créer une cellule d'émetteurs, de les envoyer manifester contre le Mercosur, etc., etc., j'en passe, c'est des meilleurs. Alors que là, on est dans des oligopoles mondialisés qui, eux, commercent avec le monde entier, ont des spots publicitaires avec la nouvelle agriculture, comme si qu'il était vers le nouveau modèle. Non, ils sont dans une industrialisation du monde agricole qui, globalement, appauvrit les paysans. Je dis bien globalement, parce que quand on va creuser de plus près, je le dirai dans d'autres vidéos, il y a certaines filières, je dis bien certaines, bien ciblées, où ils ont besoin de marchandises et pour faire tourner leur outil, ils ont besoin d'éleveurs. Je pense notamment aux œufs, dans les œufs. La filière des œufs, j'ai rencontré dernièrement un agriculteur qui est à Terrena, hein, qui est en production d'œufs en bio semi-plein air, donc avec les poules peuvent rentrer et sortir comme elles veulent. Et là, effectivement, il y a une marge nette, je parle bien nette, entre 3,70 € et 4,50 € par poule de marge nette, hein, je ne parle pas de marge brute. Et là, effectivement, on retrouve des éleveurs avec des élevages de 5-6 000 poules qui vont pouvoir prélever un SMIC net mensuel avec finalement relativement peu d'heures de travail, le ramassage des œufs le matin et la contrainte du vide sanitaire. Mais là, si on fait le ratio de rémunération retour sur investissement, c'est quasi intégré, pas totalement, mais c'est quand même intégré avec la filiale Terrena. Oui, là on peut dire que là ils ont remis la main à la pâte parce qu'ils ont besoin d'éleveurs. Donc là, ils ont mis des contrats qui sont, on va dire, acceptables. Alors pourquoi ils ne le font pas pour les autres? Les autres, tout pendant que les petits soldats se détruisent entre eux et qui concentrent les outils de transformation et les points de collecte, bah eux, ils vont continuer, hein, bien entendu. Mais ça veut dire que quand ils veulent faire mieux et payer mieux, ils sont capables de le faire. La preuve, on le voit dans la filière des œufs, et j'aurai l'occasion d'en reparler, parce que là, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire grand-chose sur les œufs dans des endroits bien ciblés. Donc, les gens, je pense que vous ne pouvez pas imaginer, durant, en gros, les années 60 à venir aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le secteur agro-industriel et le secteur agroalimentaire, les marges qu'ils ont pu prendre sur le dos de la paysannerie, puisque c'est eux qui rédigent le carnet de factures. Même si, quand vous allez aux assemblées générales, vous allez voir des bilans où ils sont à l'équilibre, où ils gagnent très peu. Ils gagnent très peu parce que c'est tout simplement des écritures comptables. Hein. Ils ont un tas de sociétés. Alors moi, puisque j'ai travaillé longtemps avec Terrena, à une époque, il avait 48 filiales. Et là, je vous parle de ça il y a déjà 7-8 ans. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien ils en ont. À l'époque, il avait 48 filiales. Donc Agrial, ça doit être à peu près du même genre. Donc vous voyez à peu près de quoi on parle. Donc c'est des jeux d'écriture comptable, bien entendu que ces gens-là gagnent de l'argent, bien entendu qu'ils font un bras de fer avec les grandes et les moyennes surfaces, hein, et que la valeur ajoutée, elle échappe aux paysans. Alors après, bien sûr, le but du jeu de ces gens-là, c'est de montrer du doigt le Mercosur et tout ce qui tourne autour pour faire diversion, pour pas que l'agriculteur prenne conscience qu'en réalité, la matière première représente rien du tout, hein, c'est-à-dire dans la baguette de pain, le blé représente rien du tout. Ça voudrait dire que dans la plupart des filières, il faudrait doubler, je dis bien doubler, le prix de la matière première en rémunération nette aux paysans, ce qui ne changerait rien aux consommateurs dans la mesure où c'est une question d'équilibrage, de rééquilibrage de la valeur ajoutée dans la filière, tout au long de la filière, puisqu'en gros,
c'est toute la logistique et le secteur marchand qui a capté la valeur ajoutée des paysans. Et ce prix de matières premières, pour que ça fonctionne, ça ne peut pas être un prix agricole. Ça ne s'appellerait pas un prix agricole. Ça serait un prix, par exemple, un blé doublé, 400 €, et je suis pas méchant, 400 € le blé. Surtout pas méchant. Je suis même très modeste. Normalement, le blé devrait être payé beaucoup plus que ça. C'est pas un prix agricole, c'est un prix de souveraineté nationale. C'est pas la même chose. Donc, ce prix de souveraineté nationale, il faut l'adosser à une gestion des volumes, un genre de passeport par exploitation, qui a droit à, comme on a eu autant des quotas laitiers, voilà. Et là, à partir de là, on remonte un prix national, un prix de souveraineté nationale. On reprend notre souveraineté alimentaire avec une agriculture digne de ce nom, avec des gens rémunérés. Et à partir de là, on va recréer une dynamique et ramener de la main-d'œuvre sur les territoires. Pour ce qui est du commerce international, c'est un autre débat, j'en ai déjà parlé. Moi, je parle de tout ce qu'on peut produire en France. Sur le commerce international, on a les solutions, elles existent, elles sont politiques. Mais au niveau franco-français, c'est juste une histoire de bon sens, c'est juste expliquer aux consommateurs qu'il faut revenir sur des modèles d'exploitation plus petits, ça ne veut pas dire une ferme avec 2 vaches, c'est pas ça ce que j'ai dit, mais un modèle d'exploitation à taille familiale, avec des modes de fonctionnement et de financement différents, avec des acteurs comme Mimosa, comme les Cigales, en coopération avec les Jardins de Cocagne et SOS SMER, et repartir du local avec un prix de souveraineté nationale. Et ça veut dire ne pas commercialiser avec les acteurs dont je viens de vous parler. Parce que là, on est dans des oligopoles qui, de toute façon, leur seule vocation, c'est prendre des parts de marché à l'international, puisqu'ils ont utilisé le mot coopérative, mais ce ne sont plus des coopératives. Les vraies coopératives, c'est le comté, c'est les petites coopératives qu'on a de fonctionnement de matériel agricole entre nous, entre voisins. Mais là, ce ne sont plus des coopératives, c'est des oligopoles mondialisés. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics révisent le statut coopérateur et enlèvent le mot coopérateur à ces structures qui n'ont plus rien de la coopération agricole, puisque normalement la coopérative, c'est le prolongement de l'exploitation, et là, c'est pas le prolongement de l'exploitation, c'est l'agrandissement de la financiarisation au profit de quelques-uns. Voilà. Donc, à méditer, je vous remercie, à bientôt, cogitez bien, ils vont arriver quand même environ à la 30e place au niveau du CAC 40, au niveau du chiffre d'affaires, alors bien sûr loin derrière Total et les autres, mais je vous demande de cogiter, une entité qui se dit coopérative agricole à l'écoute des producteurs, qui arrive à la 30e place au niveau du CAC 40 et qui, je vous le rappelle, décide des prix des paysans. C'est eux qui font la facture, c'est pas le paysan qui fait la facture. C'est ces coopératives-là qui font la facture, qui s'alignent sur les privés. Idem pour Bigard et les autres. On est bien d'accord. Je vous remercie, à bientôt.